Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. Aujourd'hui, le festival des rentrées. Rentrée scolaire, rentrée du gouvernement, rentrée des partis politiques, on en parle aujourd'hui. Tout d'abord, la rentrée scolaire, les courses pour les fournitures ont commencé. Vrai casse-tête en termes de budget et d'organisation. Quel est le coût réel de cette rentrée? L'école est-elle finalement vraiment gratuite? La rentrée des étudiants, le coût des logements augmente, celui des transports également. Les aides sont-elles suffisantes? Comment s'en sortir financièrement? Parcoursup vient-il faciliter ou compliquer la donne? Et puis la rentrée politique à 24 heures du Conseil des ministres. Par quel dossier Emmanuel Macron doit-il attaquer sa rentrée? Les partis politiques font leur rentrée en ordre dispersé. Les universités d'été commencent après-demain, mais ont-elles encore un sens? Nous débattons de ces sujets de rentrée avec nos invités. Lila Lebas, présidente de l'Union nationale des étudiants de France, bonjour. Bonjour. Cécile Terranque, vous êtes chargée de mission secteur consommation à la Confédération syndicale des familles. On va parler de la rentrée aux primaires avec vous notamment. Patricia Balme, présidente du cabinet de conseil en communication PBcom International. Bonjour. Bonjour. Et puis Arnaud Benedetti, professeur d'histoire de la communication politique à la Sorbonne. Bonjour. Et aussi auteur de Coup de com' permanent aux éditions du CERF. Alors, c'est souvent un moment difficile à passer, on le sait. 84% des Français anticipent et font leurs courses en ce moment même, avant la date de la rentrée scolaire. Un vrai casse-tête en termes de budget, en termes d'organisation. Un coût qui baisse en général, sauf pour le primaire. Est-ce que c'est bien ça et quel est le coût réel de la rentrée ? Oui, c'est exactement ça. Le dossier qu'on a réalisé la semaine dernière montre ça. On a vu une baisse globale de 2%, de 2,90% sur l'ensemble des classes, qui est surtout due à la baisse des dépenses liées aux équipements sportifs, pas aux fournitures. D'accord. Mais cependant, quand on regarde classe par classe, on voit que ça augmente pour le CP et pour les cours moyens. Donc l'ensemble du primaire augmente. Et surtout les fournitures, on voit une augmentation de 15 € sur les fournitures en CP, de 5 €. Pourquoi cette augmentation au primaire, surtout au CP? Alors, au primaire, surtout au CP, parce qu'on remarque qu'il y a encore de nombreuses listes au CP qui demandent une quantité énorme de fournitures. On a vu des listes qui demandent 2 trousses, qui demandent 10 crayons papier. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai vu certains sondages qui disent que quasiment 80% des parents disent que les fournitures ne sont pas utiles. Enfin, qu'il y a une bonne partie des fournitures qui n'est pas utile. Vous confirmez ? Oui. Nous, on incite vraiment aussi à la réutilisation d'une année sur l'autre des fournitures. Alors, beaucoup de parents font ça, il semblerait, pour le collège. Voilà, et après, c'est pas possible pour des cahiers ou pour des choses comme ça, mais les équerres, les compas, on incite vraiment à ce que ce soit réutilisé, oui. La rentrée à l'université, on va revenir tout à l'heure, mais combien ça coûte ? La rentrée à l'université, elle augmente cette année, encore une fois, de 1,31% pour les étudiants. C'est dû à plusieurs choses, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment à 2 postes de dépenses qui sont centraux pour les étudiants. À la fois le logement, les loyers des petites surfaces qui explosent dans de nombreuses villes universitaires, et les transports en commun, avec des abonnements destinés aux jeunes, aux étudiants, mais qui augmentent de plus de 3%, 2% dans des villes universitaires. Et tout de suite, ça fait un trou dans le portefeuille des étudiants. Alors, on va voir ça tout à l'heure dans le détail. Pour revenir à cette rentrée scolaire, est-ce que l'école est finalement gratuite, parce qu'on voit, et est-ce que l'école est finalement gratuite, parce qu'on va finalement, avec ce coût de cette rentrée, on a envie de se poser la question. J'ai envie de répondre non. pour être quand même optimiste, il y a une vraie avancée sur les manuels scolaires. Aujourd'hui, on a une quasi-gratuité des manuels scolaires. La plupart des collectivités dotent directement les établissements ou alors donnent une subvention aux parents. Nous, on appelle à la généralisation plutôt de la dotation aux établissements. Comme ça, il n'y a pas de problème du chèque LIR qui n'est pas à la hauteur des dépenses ou des choses comme ça. C'est positif. Voilà. Mais ensuite, oui, on voit qu'une rentrée, ça coûte 165 € au CP, 340 € en 6e, 403 € en seconde. Et ça, c'est juste en septembre. À cela, il faut rajouter les dépenses indispensables. Je pense surtout au transport scolaire et à la cantine, qui varient énormément selon le territoire. Et là, il y a des aides pour les familles, pour la cantine, parfois aussi pour la babysitter, pour les activités périscolaires. Là aussi, ce sont des budgets de dépenses. Oui, bien sûr. Après, concernant les aides, il y a de la gratuité qui existe sur les transports scolaires et sur la cantine, soit sur tout un territoire, soit en fonction des ressources. Donc, il y a certaines familles qui sont aidées. Mais il y a une vraie disparité. Nous, on aimerait une uniformisation de ça.
La baisse du coût de la rentrée scolaire coïncide quand même avec une augmentation de 1% de l'allocation rentrée scolaire. Finalement, on s'en sort bien? On s'en sort pas si mal que ça? Alors, on s'en sort pas si mal que ça dépend quelle classe. Si on prend un élève de seconde, l'allocation de rentrée scolaire pour la seconde, et à partir de la seconde jusqu'à 18 ans, c'est 401 €. On voit que déjà, les fournitures, l'équipement sportif, c'est 403 €. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser cette allocation de rentrée scolaire pour l'équipement numérique, le transport ou... Il faut rappeler que l'allocation de rentrée scolaire va de 360 € à peu près à 400 à peu près. C'est pour des enfants de 6 à 18 ans en fonction des ressources. En général, cette allocation de rentrée scolaire, elle est parfois décriée par certains en disant est-ce qu'on en a réellement besoin? Vous pensez que c'est un réel besoin d'avoir cette allocation de rentrée scolaire ou bien c'est pour acheter son nouveau téléphone portable? Interdit maintenant à l'école. Non, je pense vraiment, si on demande aux familles qui la touchent, que oui, elles en ont réellement besoin. Et d'ailleurs, elle est donnée aux enfants jusqu'à 18 ans, mais il y a certains élèves qui passent le baccalauréat et qui n'ont pas 18 ans, qui ont plus de 18 ans. Et nous, on revendique le versement de l'ARS jusqu'à l'obtention du baccalauréat, quel que soit l'âge. D'accord, il y en a qui... oui, l'ARS va jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, l'allocation de rentrée ans, scolaire. Et pas jusqu'au baccalauréat. Donc si on a redoublé, si on a commencé l'école plus tard, des choses comme ça, on n'y a plus droit. Oui, complètement. Et je crois que ça va encore pour les étudiants qui sont en apprentissage, l'allocation de rentrée scolaire. Oui, jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, oui, toujours dans les milliers de 18 ans. D'accord, une réaction peut-être par rapport au coût de la rentrée scolaire, au coût de la rentrée scolaire pour le primaire, le collège, le lycée, avant d'attaquer les étudiants. Mais justement, vous allez attaquer sur les étudiants et moi, je pense qu'il faut vraiment dissocier ces deux choses. Ah oui, pour deux raisons. Parce que la rentrée scolaire est difficile pour des parents qui ont un pouvoir d'achat réduit. Je pense aussi aux familles monoparentales dont les premières victimes de la pauvreté en France. Absolument. Exactement. Et je pense que pour la rentrée scolaire, il faudrait penser au cas particulier des familles monoparentales. Mais en ce qui concerne les étudiants... Et petite parenthèse, qui ne bénéficient pas, par exemple, d'aide pour un enfant de 3 ans. Et non pas l'allocation de rentrée scolaire. Absolument. Donc, c'est vraiment un sujet auquel on doit s'attaquer, la famille monoparentale, qui est un problème. Mais il faut dissocier avec les étudiants. Pourquoi ? Observez les États-Unis. Les États-Unis, les coûts des études sont extrêmement élevés. Mais les étudiants travaillent souvent pour se payer des études. Ils ont un avantage, c'est vrai, sur nous, c'est qu'ils ont des campus formidables où ils peuvent être logés, ce qui n'est pas le cas de nos universités. Mais je pense qu'il faut peut-être faire la distinction entre l'aide et l'assistanat. Nous sommes dans un pays d'assistanat. Dans certains cas, c'est nécessaire. Mais dans un autre cas, il faut quand même que les étudiants se disent... Voilà, je peux faire des petits boulots comme aux États-Unis. Ils le font déjà, les petits boulots. Un étudiant sur deux aujourd'hui est salarié à côté de ses études. Et je ne pense pas que le modèle américain soit un exemple des États-Unis notamment, puisqu'on a des taux d'endettement très élevés de la part des étudiants qui les remboursent parfois jusqu'à la fin de leur carrière. C'est un poids lourd pour l'ensemble de leur vie derrière, qu'ils traînent tout au long, qu'ils cherchent des emplois, s'ils ont des temps de non-activité rémunérée. Et c'est justement un vrai problème aux États-Unis aujourd'hui, le remboursement des prêts étudiants. Et c'est très inégalitaire socialement, puisque justement, entre ceux qui peuvent se payer des grandes écoles et ceux non, il y a une inégalité d'accès aux études qui est très importante. Je suis d'accord avec vous. Je suis à peu près d'accord avec vous. Mais quand on voit le niveau de salaire d'embauche aux États-Unis, qui est loin d'être le nôtre et qui est bien supérieur. Oui, je ne pense pas que ce soit corrélé, les choses. Je ne pense pas que le niveau d'endettement soit corrélé avec le niveau de salaire. Non, c'est pas ça. C'est qu'un étudiant a la possibilité, avec un certain niveau de salaire, de rembourser ses études. Le coût de la prise en charge, par exemple, par l'État d'un élève au primaire, c'est 6 000 €, 6 200. Au collège, je crois que c'est à peu près 8 000. Au lycée, c'est 11 000. Quelque part, oui, c'est vrai, on est quand même aidé par l'État. Prenons le cas, effectivement, des étudiants. On parlait du coût du transport, du coût du logement. Comment ça se passe aujourd'hui? Pour eux, en général, c'est une augmentation claire. Comment s'en sortir et comment faire face à l'augmentation du coût du transport? Justement, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Je ne pense pas qu'on soit dans l'assistanat, ni dans le modèle éducation nationale, ni dans le modèle enseignement supérieur aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont travaillé avec qui travaillent. Il y en a un système de bourse aujourd'hui, donc d'aide sociale à destination des étudiants, qui est un peu à bout de souffle, puisque le montant maximal, donc c'est quand on est échelon 7, donc c'est pas l'ensemble des étudiants, il est de 555 €, alors que le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, il a plus de 1 000 € par mois. Donc on voit bien qu'il y a quand même un décalage entre
les aides qu'on peut donner aux étudiants et la nécessité d'argent qu'il y a à avoir pour pouvoir vivre correctement, alors même qu'on sait que dans le même temps, le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec à l'université. Et pourquoi pas se dire que être étudiant, c'est un travail à temps plein et donner les moyens aux étudiants justement pour pouvoir faire leurs études dans les bonnes conditions et permettre tout simplement de réaliser son projet d'études et son projet professionnel. Donc travailler en même temps, c'est pas une solution pour vous. Beaucoup ont travaillé en même temps et ont réussi. Beaucoup travaillent en même temps, mais beaucoup échouent ou en tout cas redoublent, abandonnent pour pouvoir justement avoir de l'argent à côté. Et surtout, on voit bien que souvent, ça n'a pas de plus-value sur les études quand on travaille dans un fast-food, dans la restauration ou autre, quand on fait une licence d'histoire, de sciences politiques, de sciences ou d'économie, ça n'aide pas, ça n'a aucun rapport avec le cursus universitaire. Et on pense encore une fois que les études, c'est un temps qui doit être consacré à ça. C'est un temps de la vie qui est de plus en plus important dans notre génération, puisqu'on arrive souvent vers 18 ans dans l'enseignement supérieur. On en sort vers 25, 27 ans en moyenne pour avoir un bac plus 5. Aujourd'hui, c'est la moyenne sur le marché, c'est un peu la norme sur le marché de l'emploi pour pouvoir trouver justement du travail correctement rémunéré derrière. Et pour nous, c'est essentiel de pouvoir justement venir en aide aux étudiants. Venir en aide. Vous demandez justement la réforme des aides. Vous demandez des réformes urgentes des aides. C'est-à-dire, concrètement, est-ce que les étudiants ne sont pas suffisamment aidés ? Nous, on ne pense pas justement quand 73% des étudiants sont exclus du système d'aide sociale comme il existe aujourd'hui. Pour nous, quelles sont les aides aujourd'hui ? Il y a les bourses aux critères sociaux et les aides au logement. Mais ça, c'est pas que les étudiants, c'est l'ensemble de la population qui peut avoir accès aux aides au logement quand on a accès à un logement autonome. Et les aides au logement, aujourd'hui, c'est la seule aide universelle dont ont accès les étudiants sans la prise en compte des revenus des parents. Le gouvernement avait annoncé justement une réforme du système des aides. On en est où ? C'est là toute la question que nous on pose au gouvernement la veille de sa rentrée justement, puisque aujourd'hui on a un ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur qui fait la sourde oreille sur la question de la précarité des étudiants, alors qu'on voit que le coût de la vie augmente, que les postes principaux de dépenses augmentent, et donc on demande des mesures d'urgence pour la rentrée qui arrive dans quelques semaines maintenant, pour augmenter les bourses sur critères sociaux, pour augmenter les aides au logement qui sont encore une fois une aide essentielle pour les étudiants qui sont des cohabitants, donc ont un appartement autonome, mais c'est aussi avoir un temps de discussion. On demande l'ouverture de concertation avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour remettre à plat le système de bourse actuel et permettre de prendre en compte les besoins réels des étudiants et pas la feuille d'impôt des parents, puisqu'aujourd'hui ça ne veut pas dire grand-chose quand on est majeur légalement, qu'on a 18, 19, 20 ans, 25 ans, de toujours se référer à ce que gagnent nos parents pour savoir ce dont on a besoin pour vivre. Le gouvernement a fait quand même 2 actions, la suppression de la cotisation de la sécurité sociale, 217 € par an pour les étudiants. Est-ce que ça les aide ? Deuxième annonce du gouvernement, la création de 60 000 logements pour les étudiants sous le quinquennat. Ça aide, ça, quand même. Ce sont des avancées. Il y a des avancées, évidemment. Et c'est pour ça que le coût de la vie augmente de 1,31% et de pas plus pour les étudiants cette année. Mais par exemple, sur la suppression de la cotisation sociale étudiante, les étudiants de moins de 20 ans n'en font pas partie parce qu'ils ne la payaient pas et voient leur coût de la vie, eux, directement augmenter pour la rentrée universitaire prochaine. Et sur la question des logements universitaires, notamment, c'est ce qu'on revendique. C'est une bonne chose. Il y en a besoin, puisque dans les logements dits du Crous, donc c'est le réseau des œuvres qui garantit des tarifs sociaux pour les étudiants dans les logements. Aujourd'hui, il y a à peine 7% des étudiants qui y sont logés au niveau national. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'évidemment, 60 000 logements ils puissent être construits le plus rapidement possible et gérés par ce réseau des œuvres qui est pour nous essentiel et qui garantit justement des tarifs les plus bas possibles pour les étudiants. Arnaud Benedetti, vous pensez que le gouvernement ne fait pas suffisamment ? Il faut qu'il réforme les aides, il faut qu'il revoie tout pour aider les étudiants ? Écoutez, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Ce que je crois, c'est qu'en tout cas, il est sur un sujet qui est un sujet risqué politiquement. Souvenez-vous, l'année dernière, la baisse de 5 € des APL avait créé un émoi certain dans le champ politique et Emmanuel Macron avait d'ailleurs décroché vraisemblablement dans les sondages en raison de l'annonce de cette baisse et vraisemblablement aussi du limogeage démission du général de Villiers qui avait aussi quelque part un peu entaché son image. Mais il est sur un sujet qui est très sensible et il est sur un sujet d'autant plus sensible que son prédécesseur François Hollande avait fait de la question de la jeunesse une question essentielle et matricielle de son mandat. Donc on voit bien que Emmanuel Macron est sur une ligne de crête où il faut à la fois
qu'il montre qu'il entend quelque part la jeunesse, qu'il entend les étudiants, mais qu'il est capable de réformer. Et il sait très bien qu'aujourd'hui, l'équation à laquelle il est confronté est une équation qui, sur le plan économique, notamment avec la question de la baisse de la dépense publique, vient quelque part aussi handicaper ce qu'il peut faire en direction de la jeunesse et notamment des étudiants. On va revenir sur Emmanuel Macron tout à l'heure. Dernier mot sur Parcoursup. Est-ce que ça vient faciliter ou compliquer la donne aujourd'hui ? Plutôt compliqué aujourd'hui, puisqu'on voit, on est le 21 août et on a toujours 66 000 jeunes qui ne savent pas où est-ce qu'ils pourront étudier, dans quelle université, dans quelle ville universitaire, s'ils doivent déménager ou non pour poursuivre leurs études. Donc alors qu'on est maintenant à quelques jours, quelques semaines de la rentrée étudiante, parce que c'est début septembre maintenant sur les universités. Et c'est vraiment compliqué pour savoir si on doit chercher un logement. Certains avaient trouvé un logement, mais n'ont pas eu de réponse, donc on a dû se désister d'un logement étudiant qu'ils avaient trouvé, même d'une demande dans les résidences justement universitaires du Crous qui leur garantissaient des tarifs moins élevés pour pouvoir se loger au plus proche de leur lieu d'études. Et donc on est quand même dans un stress qui monte du donc côté là, à suivre des étudiants. De près évidemment, avec le système Parcoursup est plutôt inquiétant pour la rentrée qui arrive. Alors, et puis la rentrée politique maintenant, à 24 heures du Conseil des ministres d'Emmanuel Macron. Par quel dossier il doit attaquer sa rentrée, Patricia Balme? On voit qu'il y a la réforme du système de santé, la réforme constitutionnelle, la fonction publique, les retraites. Par quel bout commencer pour réussir sa rentrée? Parce qu'elle est très attendue. D'abord, c'est une rentrée difficile pour une raison, c'est qu'il a un moment de flottement et de baisse dans les sondages. Bon, le président de la République a été élu pour réformer la France. C'est ce que les Français lui ont demandé en lui donnant ce mandat. Donc, il a dit qu'il ne va pas ralentir sur le rythme des réformes. Et il l'a dit même hier, je crois, en sortant du fort de Brégançon. Donc, je pense qu'il va essayer d'aller très vite. On a quand même observé en fin de saison parlementaire une sorte de cacophonie parce qu'il y avait tellement de réformes que les Français ne savaient plus où donner de la tête, mais les députés non plus. D'ailleurs, on a observé une extrême fatigue chez les députés et cette session a été difficile. Je ne pense pas qu'il y ait une réforme plutôt qu'une autre. Je pense qu'il faut simplement faire les choses dans l'ordre et en termes de communication. Bon, je prêche pour ma paroisse aussi. Et il faut scinder les choses et expliquer au fur et à mesure aux Français chaque réforme. C'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie sur les réformes. On ne peut pas partir sur toutes les réformes en même temps. Les Français n'y comprendront plus rien. Arnaud Benedetti, justement, sur cette histoire de pédagogie, c'est ce qu'on a souvent reproché à Emmanuel Macron et au gouvernement, de ne pas faire suffisamment de pédagogie. Non, mais c'est compliqué parce que, si vous voulez, il a deux paramètres qui sont fondamentalement différents par rapport à la rentrée de 2017. C'est que, d'abord, il a une opinion publique qui, peut-être aujourd'hui, devient un peu plus impatiente quant aux résultats de sa politique et notamment de ses politiques publiques. Donc ça, c'est une réalité, on le voit. Deuxièmement, il y a quand même un facteur qui a considérablement perturbé la fin de la session parlementaire et qui a quand même stoppé la réforme, en tout cas la discussion de la réforme constitutionnelle, c'est l'affaire Benalla. Alors, moi, je pense très franchement que quand on voit le train de réforme qu'il veut continuer à maintenir vis-à-vis de son opinion publique, il y aura des choix à effectuer. Et on peut considérer que, disons, les mesures économiques vraisemblablement s'imposeront plus naturellement que les mesures constitutionnelles. Parce que d'abord, la question de la réforme constitutionnelle, je ne suis pas sûr que ce soit une réforme qui passionne fondamentalement l'opinion publique et qu'elle soit d'une nécessité absolue dans l'immédiat. D'autant plus quand même qu'elle est stoppée et qu'il se pose quand même un problème aussi d'adoption de cette réforme parce qu'on ne sait pas trop comment le Sénat va réagir. Il y a besoin quand même de 2 tiers. Donc l'opposition est profondément mobilisée sur cette question. Et que la question économique, c'est le logiciel d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il s'est fait élire, bon, d'abord au gré d'un concours de circonstances quand même absolument exceptionnel, mais aussi sur la volonté de transformer économiquement avant tout la société française. Donc on peut penser que les mesures, notamment la loi Pacte, ces mesures-là seront vraisemblablement, en tout cas, prioritaires dans l'agenda du gouvernement, sans préjuger bien évidemment de ce qui sera. La priorité des Français. Il faut savoir qu'il y a 3 points prioritaires pour les Français, qui sont la sécurité, la santé et le pouvoir d'achat. Donc je pense que là, le président de la République doit en tenir compte. Pouvoir d'achat, justement, dont on parlait tout à l'heure. Un mot sur la rentrée des partis politiques, on va bientôt terminer. Les partis politiques font leur rentrée sous le signe des divisions internes, rentrée des universités d'été. Est-ce que ça a encore un sens, les rentrées des universités d'été? Je vois LR, ils font au moins 3 universités d'été. Le PS, on ne sait pas où ils sont. Il y a Benoît Hamon, on ne sait pas où il est passé. Les Verts, on ne sait pas où ils sont. Le Rassemblement national, ils n'ont pas d'argent.
rapidement, est-ce que ça a un sens, les universités d'été aujourd'hui? Le monde a changé. Le monde a changé depuis un an. C'est-à-dire qu'en effet, l'émergence d'une marque politique nouvelle comme la marque Macron a quelque part ringardisé d'une certaine manière dans l'opinion publique ces grandes rentrées qui étaient des rentrées de mobilisation à un moment donné des équipes et des partis autour de leurs leaders. Ceci dit, il y a quelque chose aussi qui a changé par rapport encore une fois à 2017, c'est que le climat politique n'est plus tout à fait le même que celui de 2017 et que les formations politiques de l'ancien monde ne sont pas parfaitement guéries, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'elles sont rentrées quand même dans une phase de convalescence et qu'on voit qu'elles essayent, notamment à moins d'un an des élections européennes, quelque part de reconquérir les segments de l'opinion. Oui, très rapidement, pour terminer. Au-delà du fait que le président Macron a ringardisé, entre guillemets, complètement tous les partis politiques, c'est vrai, le système politique. Mais ils ont eu des occasions, je parle des partis d'opposition, de montrer qu'ils pouvaient faire des propositions de redorer leur blason. Et là, il y a eu vraiment une faiblesse durant l'été, notamment d'ailleurs des LR, qui n'ont pas su saisir la balle au bon. Et l'avantage pour le président Macron et le gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Rapidement, il peut surfer sur cette vague. Je suis d'accord avec vous sur la question des alternatives et des propositions. Ceci dit, quand même, ce à quoi on a assisté, c'est que les contre-pouvoirs ont retrouvé une certaine vigueur et une certaine crédibilité ces dernières semaines, notamment. En tout cas, on a l'impression quand même, par rapport aux universités d'été, que celui qui s'en sort un peu, c'est la France Insoumise qui arrive à rassembler les LR, un peu tout le monde. La France Insoumise a un formidable poids médiatique qui ne correspond pas forcément à son poids politique. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour ce débat. C'est la fin de ce débat du jour. Tout de suite, d'autres infos sur CNews.